Salut les amoureux de la bière. Allez, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un style que j'affectionne particulièrement. Ce sont les IPA ou India Pale Ale. Alors j'en ai déjà dit 2-3 mots dans une précédente vidéo, celle qui était consacrée aux différents styles de bière, première partie, qui s'affiche ici. Mais comme promis, en voici une exclusivement réservée à ce style. Si vous n'êtes pas dans le milieu de la bière artisanale, honnêtement, vous n'imaginez pas le nombre de sous-styles et de saveurs différentes pouvant exister dans cette large gamme d'India Pale Ale. Et même en étant un spécialiste, ou on va dire plutôt un beer geek plus ou moins confirmé, c'est parfois dur de s'y retrouver entre les techniques de dry hopping, les appellations, plus ou moins farfelues maintenant des fois, et aussi les houblons différents. Mais ce sont tous ces détails qui font la différence. Allez, un peu d'histoire pour entrer dans le vif du sujet. L'IPA est apparu au XVIIIe siècle et elle appartient à la famille des Pale Ale. Alors pourquoi y avoir accolé le India devant? Tout simplement car les Pale Ale envoyés pour abreuver les soldats anglais ne supportaient pas le voyage en bateau jusqu'à leur colonie située en Inde. Afin de conserver toutes les propriétés gustatives de ce genre de bière, des brasseurs britanniques ont donc eu l'idée de réaliser une bière plus forte en alcool et plus houblonnée pour supporter le périple, le long périple même, 4 mois environ. Voilà pour les faits. Pour la légende, on parle d'un certain George Hodgson comme inventeur de cette technique, mais ça reste à vérifier. Alors dans l'imaginaire collectif, ce sont des bières plus amères que la moyenne. C'est en partie vrai, mais c'est une généralité un peu trop facile et surtout très réductrice. Déjà, il faut différencier les English IPA des American IPA. Alors pour résumer, les premières sont plus houblonnées que les Pale Ale, certes, mais on retrouve quand même le goût du malt, c'est-à-dire que c'est plus équilibré, on n'a pas que le houblon en bouche, il y a un certain équilibre. Alors que les deuxièmes sont beaucoup plus centrés sur le houblon, et ce grâce aux fameux houblons américains qui sont plus forts en goût et aux levures utilisées qui renforcent justement cette sensation, surtout en fin de gorgée. Et dans ces American IPA, il faut distinguer aussi ce qu'on appelle les East Coast IPA des West Coast IPA. Eh ouais, je sais, c'est compliqué, et c'est que le début. Ice-T, Dr. Dre, Snoop Dogg, West Coast Steel, bienvenue la MIFA. Allez, après cet hommage appuyé à la meilleure période de rap US, les 90s, on va attaquer par les West Coast IPA. Alors West Coast IPA, de la côte est américaine, pour ceux qui maîtrisent mal l'English, ce sont les plus amers, les moins fruités, les plus sèches. Le côté amérisant du houblon est privilégié, et en ayant un minimum d'expérience dans le style IPA, on les reconnaît très facilement. C'est vraiment sec, ça tapisse pas le palais, c'est amer, parfois avec des notes florales, résineuses, ce qu'on appelle pineuses aussi. Le houblon l'emporte totalement sur le malt. A contrario, les East Coast IPA, donc de la côte Est, sont beaucoup plus accessibles au grand public, car se rapprochant plus de la traditionnelle IPA anglaise, donc plus équilibrée entre les ingrédients divers présents dedans, moins agressive, et ici c'est le côté aromatique du houblon qui est privilégié, non pas l'amérisant, ce qui donne des IPA plus fruités, aux notes citronnées, de fruits exotiques, souvent tout en gardant une amertume certaine, mais plus modérée, moins violente pour les palais moins avertis ou réfractaires à cette amertume sèche des West Coast. Pour résumer, c'est donc d'abord le choix du houblon qui compte et ensuite la technique utilisée par le brasseur pour jouer sur l'amertume. Alors, en 2 mots, un peu de technique, une fois le houblon choisi, tout va se jouer à la température d'ajout de ce dernier dans le mou. Pour donner de la bonne grosse amertume, il faut ajouter du houblon pendant le brassage au cours de l'ébullition, soit à 100 degrés sur une longue durée. Pour privilégier le côté aromatique, soit on ajoute le houblon pendant le refroidissement de la bière, donc 75 degrés au moins, soit on ajoute le houblon pendant qu'il fermente, donc on dit à froid, donc c'est à température ambiante vers les 22 degrés. C'est le fameux houblonnage accru, ou en anglais dry hopping, que vous voyez assez souvent sur les canettes maintenant, depuis quelques temps quand même, et souvent ce dry hopping se sent quand on a vraiment l'habitude de boire des IPA. Sachant que ce houblonnage accru peut être réalisé plusieurs fois. On parle alors de double, triple, voire quadruple dry hopping, comme les fameuses double dont j'ai parlé dans mon top 20 et qui s'affichent ici pour mémoire. Maintenant que vous en savez plus sur les grandes familles, on va s'aventurer un peu plus en avant et vous allez voir que ça devient encore un peu plus complexe, sinon c'est pas rigolo. Alors déjà, on va essayer de catégoriser par degré d'alcool, c'est le plus simple. Je vous ai dit qu'une IPA classique titrait entre 5 et 8 degrés. Mais il existe aussi des sessions IPA, comme par exemple la Myrcia de chez Buxton Brewery, qui va apparaître ici comme par magie. Merci. Elle titre entre 3 et 5%, et leur IBU se situe entre 30 et 60. C'est parfait pour ceux qui veulent pas se défenestrer la tronche, tout en gardant une bonne amertume. Elles sont légères, peu caloriques, très rafraîchissantes au beau jour. Il existe même
des micro-IPA, donc entre 0 et 3%. Je ne vous en dirai pas plus, parce que sans être une question d'alcool, pour moi c'est trop léger, ça manque de caractère, de présence, de personnalité en bouche. C'est mon goût perso. Il y a aussi les double IPA, aussi appelés Imperial IPA, qui sont apparus dans les années 90. Alors, comme par exemple cette Verdant, cette Apex, suédois, anglais, deux brasseries que j'adore, et qui font des IPA de malade à coup sûr à chaque fois. Voyez-les comme des IPA simples qui auraient pris des amphétamines. C'est plus complexe, plus fort en alcool, plus fort en houblon, le titre entre 7,5, 8 et 10%, et l'IBU est entre 60 et 120. Là aussi, il y a une différence entre les DIPA anglaises et les DIPA américaines. Les premières, toujours plus équilibrées entre malt et houblon, tandis que les ricaines sont juste des bombes aromatiques de houblon, avec une incroyable variété de notes possibles au nez et sur le palais. Vous avez fruité, agrumes, vous avez fruits tropicaux, floral, résineux, il y en a pour tous les goûts. Et souvent, on ne sent pas le degré d'alcool, tellement les arômes sont puissants et masquent ce degré d'alcool. Bien sûr, elles peuvent être West Coast, East Coast, ce sont des doubles IPA américaines qu'on retrouve le plus souvent en cave maintenant, plutôt que les anglaises. Elles sont très prisées des craft beer geeks, dont je fais partie, et c'est le style que je consomme le plus. Et puis, à partir de 10 degrés, il y a les triple IPA, ou TIPA de leur petit surnom. Alors là, c'est du costaud. C'est proche des plus fortes double IPA, parfois. Mais en plus, il y a une puissance en bouche qui est incroyable. Ça peut tapisser le palais comme une Imperial Stout. C'est limite sirupeux, mais pas désagréable. Et bien sûr, on sent l'alcool. Même si sur certaines, comme les Cloudwater, par exemple, on ne les sent pas forcément. Alors c'est un style qui reste marginal, même si certaines brasseries s'y mettent et même font des séries de TIPA, comme Cloudwater justement, ou Azrossi. C'est dur d'accès forcément, parce que c'est quand même fort, donc pas tout le monde peut se les boire. Mais moi je suis fan, et quand c'est bien fait, c'est vraiment un bonheur. Alors bien sûr, le prix est en conséquence, mais après avoir bu une TIPA de qualité, on ne boit plus rien derrière. Ok, maintenant, pour complexifier encore un peu la chose, puisqu'on n'est plus à ça près, on va s'attaquer à tous les sous-styles et appellations différentes. Déjà, on va commencer par la NEPA, dont vous avez certainement dû voir le sigle ces derniers mois, voire cette dernière année à tout casser, car c'est un style assez récent, qui est né il y a quelques années dans l'état du Vermont, donc dans l'est des États-Unis. C'est pour ça qu'on appelle la New England IPA. Alors ce sont des bombes fruitées, au corps dense, c'est épais, du vrai jus de fruits pour certaines quand ils vont à l'extrême. On les appelle aussi les Hazy IPA, qui veut dire trouble, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas à travers, comme pour un jus. C'est un style de bière complexe à maîtriser lors du brassage et qui se périme vite. Donc il faut le boire rapidement pour ne pas perdre toutes les saveurs promises sur la canette. Vous aurez compris qu'elles font partie de la mouvance East Coast IPA. Leur côté hazy et l'accentuation du fruit en plus. Idéal si vous voulez faire goûter à quelqu'un qui n'aime pas la bière ou qui n'aime pas l'amertume, c'est parfait. A l'opposé, on a les Brut IPA, arrivés il y a encore moins de temps sur la scène craft et qui se caractérisent par un rendu mais alors très sec. C'est proche des vins pétillants ou du cidre. La carbonatation doit être vraiment très prononcée pour avoir ces fines bulles rappelant le mousseux. Perso, je ne suis pas grand fan, j'en bois pas souvent. Ensuite, on a les Black IPA ou Cascadian Dark Ale, dont l'origine remonterait carrément au 19e siècle, et remis au goût du jour chez les beer geeks dans les années 90, on va dire. C'est un tout autre procédé de brassage à base de malt torréfié, comme pour les stouts, et qui doit laisser apparaître ce goût torréfié propre au porter et au stout, tout en laissant la place au houblon propre au IPA. C'est un subtil équilibre, et en même temps, ça apporte cette couleur noire, bien sûr. J'en ai goûté quelques bonnes, d'autres moins. Il faut vraiment que ce soit bien équilibré pour matcher. Ensuite, on a les Milkshake IPA. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que l'ajout de lactose, de vanille, ça donne un goût assez doux, sucré, bien sûr, il faut que ce soit bien dosé, tout en gardant un goût fruité. Les brasseurs peuvent aussi rajouter des fruits carrément, ou des jus de fruits. C'est une question vraiment d'équilibre, là encore, pour ne pas que ça tourne à l'écœurant. Il y a également les Rye IPA, donc avec l'ajout de seigle, puisque seigle en anglais c'est rye, qui donne une sécheresse mais vraiment nette, que moi perso je trouve plaisante. C'est également une jolie robe cuivrée ou caramel. On en trouve assez rarement chez nos cavistes, mais moi, dès que je trouve une brasserie que j'aime qui les fait, j'hésite pas, j'enquille. Ensuite, on a les Red IPA, version ambrée de l'IPA classique. C'est par l'utilisation de malt plus foncé que le goût est plus caramélisé et doux.
ainsi que forcément sa couleur plus brune. Les White IPA maintenant, qui sont brassés avec des maltes de blé ou de froment, donnant le caractère trouble des blanches, ainsi que leur fraîcheur et le côté houblonné des IPA. Un bon équilibre quand c'est bien foutu. Enfin, il existe aussi les Belgian IPA, les Oatmeal IPA, et je sais même plus quoi, ils en inventent de longues. Et vous pouvez même vous amuser à les combiner, ces dénominations, comme une double Hazy Oatmeal Milkshake IPA, si vous voulez. C'est souvent un peu inutile, mais on a parfois de bonnes surprises. Allez, je vous en donne 2 pour faire le style. Dernièrement, j'ai bu avec les copains cette Double Dry Hop Triple IPA West Coast de chez Grand Paris. Une bonne brasserie française. Et aussi chez les Américains de les Anglais de Duclos. Vous avez cette Hazy Double IPA, Hot Milk IPA, etc., etc. Donc vous pouvez combiner ce que vous voulez dans les degrés d'alcool, dans les styles. Et voilà pour le style IPA, sous style et compagnie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura renseigné. Comme d'hab, faites les pouces, commentez, partagez, ça me fera toujours plaisir. J'espère que ça vous aura plu. On se voit à la prochaine. Buvez toujours modérément, mais buvez toujours de la bonne.